Un grand angle qui est donc consacré au 80e anniversaire du débarquement allié de Normandie pour déloger l'armée allemande. Deux historiens assistent aujourd'hui à ces commémorations. Ils sont en direct avec nous. Nicolas Aubin, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, auteur du livre Le débarquement, vérité et légende aux éditions Perrin. Vous êtes en direct de Sainte-Mère-Église dans le département de la Manche. Emmanuel Thiebaud, vous étiez il y a quelques instants dans cette même commune. Vous êtes historien, auteur du livre Débarquement, libération des préparations en commémoration, 50 arrêts sur image, aux éditions Armand Collin. Je précise que vous êtes aussi responsable du mémorial de Falaise, les civils dans la guerre. On va en parler avec vous. Une question à tous les deux d'abord. Nicolas Aubin, pour commencer, dites-nous ce à quoi vous avez assisté dans cette commune et pourquoi est-elle emblématique, si je puis dire, de cette bataille de Normandie? Eh bien, cette commune, elle est très connue depuis le film Le jour le plus long, puisque c'est là où sautent les paras américains et où un para se prend les sangles sur l'église et qu'il reste pendu. Là, actuellement, je suis juste à côté d'un nouveau camp de parachutistes américains, puisque c'est le camp de base du groupe de parachutistes de la 101e qui a fait une démonstration aujourd'hui. Donc, on est vraiment de retour 80 ans plus tôt. Et ce qui m'a impressionné le plus, moi, c'est le nombre de reconstituants. C'est quand même absolument hallucinant. La foule qu'il y avait aujourd'hui de gens habillés en militaire ou en tenue civile d'époque, c'est très impressionnant. Emmanuel Thiebaud, vous travaillez beaucoup sur les civils, la Normandie, vous êtes historien. Est-ce que vous diriez que ces commémorations sont un fait social total pour votre région? Ah, complètement, je dirais même social et économique, hein, il ne faut pas se mentir. Les commémorations sont devenues un business économique, il y a un tourisme mémoriel et je suis tout à fait d'accord à ce que vient de dire mon collègue historien, puisqu'en fait, j'étais hier et ce matin encore à Sainte-Mère-Église et j'ai croisé aussi le conservateur du musée Airborne de Sainte-Mère-Église et on était d'accord tous les deux pour dire que, en effet, c'est la première année où il y a autant de reconstitueurs partout, dans des campements, dans les rues. On a vraiment l'impression, par moments, d'être plongé en 1944, tant on croise des personnes en uniforme, de toute nationalité alliée de ces années-là. Et c'est assez impressionnant. Et j'ai pu assister hier, en arrivant à cette Mère-Église, à l'arrivée de vétérans qui ont traversé le village, mais c'était un pèlerinage complet, des milliers de personnes se sont mis à applaudir, tout le monde essayait de leur serrer la main, de prendre des photos, c'est vraiment, même, j'irais, Spielberg ou Tom Hanks qui viendraient à Sainte-Mère-Église aujourd'hui, n'auraient peut-être pas le même succès. Eh bien, restez avec nous, messieurs. Retour donc sur cette journée du 6 juin 1944. Que s'est-il passé? Pourquoi cette bataille est entrée dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Le récit de Julien Gall. Le 6 juin 1944, dès minuit, l'opération Overlord commence par des parachutages américains à l'ouest, vers Sainte-Mère-Église en Normandie, et des attaques de commandos anglais à l'est, vers Caen. Le but, contrôler les axes de communication. Peu avant 2 h du matin, 2000 bombardiers quittent l'Angleterre pour pilonner les batteries côtières allemandes, puis les navires prennent le relais. La spécificité de cette bataille, c'est que l'on va avoir pour la première fois dans l'histoire une guerre à l'américaine. Une guerre à l'américaine, c'est-à-dire une guerre où le matériel et donc l'économie vont jouer un rôle décisif. À 6 h du matin, les premières arrivées sont les troupes d'assaut américaines à Omaha et Utah Beach, suivies des fantassins anglo-canadiens sur les plages de Sword, Juno et Gold, à l'ouest du dispositif allié. Mais l'aviation n'a pu venir à bout des défenses allemandes. À ce moment précis, les Allemands croient avoir repoussé le débarquement, au prix de 3000 morts et disparus. Au moment où la rampe s'est abaissée, évidemment, il y a eu beaucoup de tirs. Quand ils ont sauté dans l'eau, beaucoup d'hommes se sont aussitôt noyés parce qu'ils étaient trop chargés. Bien sûr que j'avais peur. Les Américains vont mettre la matinée à conquérir la plage d'Omaha Beach. Vers midi et demi, c'est chose faite. Côté allemand, faute de soutien aérien et de divisions blindées suffisantes, la Wehrmacht ne peut plus s'opposer. En fin de matinée, les plages de Normandie sont libérées. Nicolas Aubin, ce débarquement a-t-il vraiment fait basculer le cours de la Seconde Guerre mondiale? A-t-il été décisif?
Alors, c'est un événement absolument incroyable, c'est incontestable. Pour autant, si on considère par le mot décisif, est-ce que s'il avait échoué, Hitler aurait gagné la Deuxième Guerre mondiale? La réponse est non. La Deuxième Guerre mondiale, elle a basculé fin 1941 devant Moscou et à Pearl Harbor, cette attaque japonaise contre les Américains qui ont engagé les États-Unis dans la guerre. Et en échouant à vaincre l'URSS en 1941 et en se rajoutant le géant économique américain, Hitler a perdu la guerre à cet instant. Reste à savoir quand. Le débarquement est là pour lui porter le coup de grâce. Il est nécessaire, il est indispensable. Son échec n'aurait pas entraîné la défaite des Alliés dans la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, ça aurait complètement bouleversé l'après-guerre. Peut-être que l'armée soviétique serait allée beaucoup plus loin vers l'Ouest, bouleversant la future guerre froide. Et puis, dans tous les cas, cela aurait entraîné encore des centaines de milliers, voire des millions de morts supplémentaires, notamment du fait des persécutions et de la solution finale. Emmanuel Thiébaut, vous étiez hier à Saint-Lô. Emmanuel Macron y a rendu hommage aux nombreuses victimes civiles de cette bataille de Normandie, bombardée par l'armée américaine qui tentait de déloger l'armée allemande. C'est la deuxième fois seulement qu'un tel hommage est rendu. Quel a été le tribut qu'ont payé les civils en Normandie ? Alors, le tribut est très élevé puisqu'en fait, pour les 3 mois de la bataille de Normandie, c'est quand même un combat très long, 3 mois. Quand devait être libéré le 6 juin au soir, vous imaginez, la ville n'est libérée que le 9 juillet pour la rive gauche, 19 pour la rive droite. Pendant ce temps-là, les villes vont subir beaucoup de bombardements. Alors, il y a différentes stratégies de bombardement, mais au final, ce sont pour les 5 départements normands, 20 000 civils tués, 14 000 pour l'ex-Basse-Normandie et 6 000 pour l'ex-Haute-Normandie, pour faire simple. Et que représente, Emmanuel Thiébaut, dans la mémoire collective, cette journée? Évidemment, on le voit aujourd'hui avec les vétérans qui ont quasiment 100 ans. Beaucoup n'ont pas vécu cette période. Il y a de nombreux jeunes qui ne l'ont pas connue. Est-ce que c'est encore vraiment prégnant, et peut-être plus qu'ailleurs en France, dans les livres d'histoire et dans les écoles? Alors, c'est évident que, par exemple, sur un plan scolaire, je dirais pas un écolier de Normandie ignore cet événement, ni ignore les conséquences sur les populations civiles, au-delà. On a un petit souci de liaison, une petite coupure de liaison. Emmanuel Thiébaut, on vous retrouve dans quelques instants, peut-être. Allez-y, peut-être, poursuivez, on vous a retrouvé. C'est bon, là, vous m'entendez? Allez-y, on vous entend parfaitement. Oui, donc en fait, depuis de nombreuses années en Normandie, tout le monde connaît cette histoire et surtout le tribut pour les populations civiles, peut-être plus que dans d'autres départements où les villes des poches de l'Atlantique, qui elles aussi ont beaucoup souffert et été détruites. Mais c'est vrai que c'est une mémoire qui est portée, qui localement n'était pas oubliée. Il manquait pour les civils cette reconnaissance étatique nationale et il faudra attendre donc 2014 avec le premier discours de François Hollande. Mais c'est vrai que le discours d'hier d'Emmanuel Macron va encore beaucoup plus loin et surtout apporte les réponses auxquelles beaucoup de Normands attendaient ces réponses justement. Juste en un mot, pourquoi beaucoup plus loin? Qu'a-t-il dit? Eh bien, en fait, on s'aperçoit, nous, au Mémorial de Falaise, qui est spécifique sur les civils, c'est le seul musée en Europe qui aborde uniquement la thématique des civils. Même les populations normandes nous posent souvent la question mais au final, on n'a pas compris pourquoi les villes normandes ont été détruites, et si elles l'ont été, est-ce que ça a eu une utilité? Et donc, on a justement, à l'occasion de ce 80e anniversaire, fait une exposition temporaire au Mémorial de Falaise qui s'appelle Renaître des ruines et ville au cœur de la guerre. Et en fait, les réponses sont celles qui ont été données hier dans le discours d'Emmanuel Macron. Et donc, je suis très content, en tant qu'historien, de voir que on ose enfin dire aujourd'hui exactement ce qu'il en était, à savoir que des villes ont été détruites parce qu'il fallait ralentir la progression de troupes allemandes. Et donc, on a parfois sacrifié une douzaine de villes dans la nuit du 5 au 6 et le 6 juin pour en faire des champs de ruines, uniquement dans cet objectif pour ralentir la progression par les voies terrestres des troupes allemandes. Nicolas Aubin, revenons sur un peu comme votre ouvrage qui dit Vérité et légende. Pourquoi légende selon vous? Quelle est la plus grande légende, le plus grand mythe qui entoure ce 6 juin 1944? Le plus grand, bien c'était celui dont on a parlé tout à l'heure, le caractère décisif pour la guerre, mais ensuite il y en a bien d'autres, comme celui qui est alors pour le coup vraiment un mythe, c'est l'idée qu'Hitler serait resté couché jusqu'à midi le 6 juin et que de ce fait il aurait
ils n'auraient pas donné à temps les ordres nécessaires pour repousser le débarquement. Donc là, c'est extrêmement porteur parce que c'est le mal qui est frappé par ses propres péchés, par ce pour lequel il a fauté, puisqu'on n'aurait pas osé le réveiller du fait de son mauvais caractère. Ouais. Et en fait, ça, c'est une légende. Les ordres sont partis de Berlin dès 9h du matin pour les divisions de Panzer. Ce qui est arrivé, par contre, c'est que les Allemands avaient une très, très mauvaise idée des débarquements. Ils avaient des rapports très contradictoires. Et finalement, plusieurs unités sont allées dans la mauvaise direction et ont perdu du temps à cause de cela. Donc ça a permis finalement de faire d'Hitler un bouc émissaire des erreurs des généraux sur le terrain. Alors, autre responsable nazi, le maréchal Rommel avait quitté son quartier général pour fêter l'anniversaire de sa femme. La veille encore, les Allemands étaient convaincus que les Alliés ne débarqueraient pas. Vrai ou faux ? Alors ça, c'est vrai. Et pendant tout le mois de mai, ils étaient persuadés que les Alliés allaient débarquer. Ils ont été vraiment en état d'alerte tout le mois. Puis il y a eu une dégradation de la météo qui a eu lieu début juin. Les Allemands n'avaient pas les mêmes capacités à anticiper le temps que les Alliés, puisqu'ils ne contrôlaient pas l'Atlantique, d'où viennent les dépressions. Donc ils avaient une vision à plus court terme. Et ils ont estimé que le temps, les marées n'étaient plus favorables à un débarquement. Et étant mis sous pression depuis plus d'un mois, ça a été pour eux l'occasion vraiment de relâcher les efforts, tant pour les troupes qui dormaient dans les bunkers depuis plusieurs jours, que pour les officiers, soit pour prendre des permissions, soit pour faire ce qu'ils n'avaient pas pu faire depuis un mois, notamment des simulations de débarquement. Et beaucoup étaient absents de leur poste le jour J à cause de cela. Alors, voilà. des commémorations sous un ciel bleu, on le voit derrière vous, malgré quelques nuages. Juste une dernière question pour vous, avant de retrouver Emmanuel Thiebaud, Nicolas Aubin. Le général de Gaulle, il en sera aussi question avec Emmanuel Thiebaud. Le général de Gaulle, que savait-il, que ne savait-il pas, là encore, entre mythe et réalité ? Alors, avant le 4 juin, il ne sait quasiment rien. On l'a laissé complètement à l'écart parce que Roosevelt ne le considère pas comme une autorité légitime représentant la France. Pour lui, il ne représente que lui-même, il le prend pour un apprenti dictateur, il n'a pas confiance en lui. Avec Churchill, c'est amour des amours, et de toute façon, Churchill est maintenant à la remorque de Roosevelt. Donc il n'a pas été mis dans le secret, il l'apprend vraiment le 4 juin quand il est invité en Angleterre, et mis devant le fait accompli, il va pousser un esclandre tout à fait légitime, puisqu'on lui demande en fait d'acter publiquement son accord avec une opération sur laquelle il n'a eu aucune prise. Nicolas Aubin, merci. On vous retrouve dans quelques instants. Emmanuel Thiebaud, le général de Gaulle, après la Seconde Guerre mondiale, quel rapport avait-il avec la Normandie ? Il ne voulait pas forcément célébrer ce débarquement ? Alors, c'est vrai que c'est paradoxal, puisqu'on associe le général de Gaulle au 14 juin lorsqu'il débarque en Normandie. En 1946, le célèbre discours de Bayeux, donc là, qui est un discours politique, et on pourrait se dire, bon, le général de Gaulle va revenir. Alors, il revient un petit peu en Normandie juste après-guerre pour faire la tournée des popotes, comme il le fait dans d'autres régions de France, pour aller célébrer la reconstruction. Il faut se retrousser les manches, reconstruire le pays. Et puis après arrivent les cérémonies du 6 juin. Là, il les boude. Il les boude alors complètement, il ne va jamais assister à une des cérémonies et lui, il va préférer dans sa geste de commémoration gaullienne mettre soit... Alors, on va peut-être reprendre Nicolas Aubin. Vous êtes toujours avec nous, Emmanuel Thiebaud ? Oui, allez-y. Une petite leçon. Oui, en fait, De Gaulle va préférer dans ses commémorations mettre en avant le débarquement de Provence, puisqu'il y a beaucoup de troupes françaises d'Afrique du Nord, de résistants qui rejoignent la France libre, et puis la libération de Paris le 25 août, mais pas du tout le 6 juin. Oui, pas du tout le 6 juin. Il nous reste une petite minute peut-être. Allez, peut-être une dernière, Nicolas Aubin. Les chars gonflables du côté de Portsmouth en préparation de ce débarquement, vrai ou faux, légende, tous les leurres auxquels l'armée allemande aurait cru ? Oui, les Alliés ont multiplié les tentatives d'intoxication, et notamment en déployant des chars gonflables. En fait, les reconnaissances allemandes en ont repéré très peu. Le peu qu'ils ont vu dans des ports de Douvres, ils ont compris que c'était une simulation. Ils ont réussi à repérer, par contre, la flotte d'invasion qui était dans le sud-est
dans le sud de l'Angleterre. Ils en ont déduit que le débarquement aurait lieu en Normandie, mais ils se sont auto-intoxiqués, persuadés que le débarquement principal ne pouvait avoir lieu que dans le Pas-de-Calais, parce qu'eux-mêmes le feraient dans le Pas-de-Calais. Et donc, quand le débarquement a eu lieu, ils n'ont pas été surpris vraiment, mais ils s'étaient persuadés que ce serait à une autre date, et surtout que ce n'était pas le débarquement principal. Résultat, leur plus grosse armée est restée dans la moitié nord de la France pendant 6 semaines. Merci beaucoup Nicolas Aubin. Le débarquement, vérités et légendes chez Perrin. Merci Emmanuel Thiebaud. Débarquement, libération, des préparations aux commémorations chez Armand Collin. Merci pour votre éclairage respectif passionnant. Vos éclairages. Merci à vous.